Le thème de ce soir, l'astragale, comment bien l'utiliser? Bien évidemment, on va faire comme pour les autres plantes, on va faire le tour du propriétaire et on va voir qu'il y a un certain nombre de bêtises qui sont racontées aussi sur l'astragale. Bien évidemment, comme pour le curcuma, gingembre et la cannelle, si vous voulez être beau, riche et intelligent, mangez-en tous les jours à coups de cuillère à soupe et voilà, le bonheur sera au bout du chemin. Alors, à quoi ressemble l'astragale? Alors, il y en a dans le sud. Alors, il en existe moult variétés. Il y en a vers Marseille. Je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent vers Marseille ce soir. Mais en tout cas, paraît-il qu'ils sont en train d'en replanter. Donc, vous voyez, c'est une plante un petit peu, voilà, qui fait 1,50 m avec de jolies fleurs. Donc, c'est plutôt joli. Les fleurs, alors, c'est de la famille des fèves. Donc, vous voyez, ça, je pense que ça doit être un peu la famille papillonacée. Hein. Et puis, ça fait des sortes de gousses avec des graines dedans. Alors, on peut en cultiver chez nous, hein, ça résiste. Enfin, je sais pas, dans les régions civilisées, pas dans le Jura. Ce que l'on utilise de l'astragale, ce sont les racines. Et les racines, soit on les coupe en tranches dans le sens de en section radiale, soit vous pouvez les trouver aussi dans les pharmacies chinoises sous forme de sorte de langue de chat comme ça. Bon, peu importe. Donc le nom latin de celle qu'on utilise en médecine chinoise, c'est Astragalus membranaceus. Alors, s'il y a des latinistes parmi vous, ils m'excuseront ou ils me corrigeront. En chinois, ça s'appelle Huangqi. Huang, ça veut dire jaune. Voilà, ça c'était pour déjà montrer et voir à quoi ressemble cette plante. Alors, comme la dernière fois, on fait un petit tour sur YouTube. Alors évidemment, vous voyez, Astragale, 4 bienfaits. Il n'y a que des bienfaits, évidemment. Benefits of Astragalus, c'est assez intéressant aussi. Et il y en a une que j'ai trouvée particulièrement intéressante, non pas parce que elle est intéressante sur un plan pédagogique, parce que c'est un monsieur qui parle, mais vraiment d'un point de vue occidental. C'est-à-dire que il fait une étude pharmaco-biochimique de l'astragale, et c'est vraiment intéressant de voir son approche. C'est pour ça que vous trouvez à certains moments des propriétés au niveau de la plante. On va vous dire, ah bah cette plante, elle est anti-inflammatoire comme la cannelle, alors que c'est une plante réchauffante. Si vous prenez la cannelle sur un état inflammatoire, vous allez faire tout flamber. Mais parce qu'il y a un illuminé qui a trouvé un principe actif qui ressemble à quelque chose qu'on connaît, qui a des propriétés anti-inflammatoires, on va vous dire, cette plante, elle est anti-inflammatoire. Donc, je ne doute pas des compétences en chimie, en biochimie de ce monsieur, mais il est complètement déconnecté d'une réalité clinique, quoi. Et puis, j'ai cherché un petit peu sur le net, et là, waouh, surprise. Alors, si vous voulez acheter de l'astragale, voilà, j'en ai fait une petite collection, mais voilà. Donc, ça veut dire que c'est une plante qui est quand même relativement connue dans le monde du complément alimentaire et que tout le monde se rue sur l'aubaine pour en vendre. Donc, forcément, si ça se vend, c'est qu'il y a une demande. Alors, je ne dis pas, là encore, que l'astragale est une mauvaise plante, bien au contraire, mais c'est toujours le même problème. On vous la vend avec des allégations qui sont quand même, à mon avis, fallacieuses. Ça, j'ai trouvé quelque chose sur la toile. Alors, on vous dit pathologie traitée par l'astragale. Grâce à ses bienfaits sur le système immunitaire, on en reparlera. Infection, immunodépression, prévention des infections, immunosénescence. Donc ça veut dire l'immunosénescence, c'est l'immunité qui décline avec l'âge. Je suis concerné. Immunodépression par infection récurrente, réactivation par stress environnemental, infection traînante en cas de réponse immuno-inflammatoire. Donc ça veut dire que là, on vous dit que si vous avez une réaction inflammatoire, enfin une réaction excessive du système immunitaire, il faut utiliser Huangqi. Maladie auto-immune.
Grâce à ses effets métaboliques, syndrome métabolique, insulinorésistance, diabète non insulinodépendant. Là encore, c'est du grand n'importe quoi et je vous montrerai tout à l'heure. C'est bien sûr une plante qu'il ne faut surtout pas utiliser en cas de diabète. Alors quand je dis surtout pas, je dirais dans un cadre familial et je dirais avec un minimum de connaissances. Mais quand même, quoi, si on parle diabète, c'est pas la première plante à laquelle on pense, quoi. Propriété antioxydante, alors ça ils aiment bien, cardiaque, cérébrale, immunitaire, rénale, ça fait tout. Stimulation des défenses antioxydantes, bon. Prévention du vieillissement des tissus et des organes, voilà, c'est pour ça que j'en prends des louches tous les matins. Prévention et protection cardiovasculaire, oui, enfin, si vous êtes hyper tendu et que vous prenez de l'astragale, vous risquez d'avoir des surprises. Amélioration de la plasticité neuronale. Ah, c'est ça qu'il me faut. Prévention des troubles cognitifs, ben voilà, c'est pour moi. Troubles de la mémoire, voilà, déclin cognitif, risque de neurodégénérescence cérébrale. Parkinson, Alzheimer, j'en suis pas encore là. Néphroprotection, n'importe quoi. Voilà, donc vous voyez encore une liste de pathologies traitées par l'astragale. Alors je sais plus où j'ai trouvé ça, mais non quoi, c'est pas non. Après, on se demande pourquoi les compléments alimentaires sont interdits, mais quand vous voyez ce qu'on trouve sur la toile, forcément, ça peut se comprendre quoi, parce que après les gens vont faire n'importe quoi. Si vous vous dites ah bah tiens j'ai du diabète, je vais prendre l'astragale, mais bien sûr. Enfin, quand je dis mais bien sûr, surtout pas quoi. Alors, le point de vue de la médecine chinoise sur l'astragale. Alors, l'astragale, Radix astragali en latin, Astragalus membranaceus, j'insiste. Le nom chinois, Huangqi. La partie de la plante qu'on utilise, c'est la racine. La nature, elle est tiède. Donc, pour ceux qui ont raté le début du film, un aliment de nature tiède ou chaude, c'est un aliment qui va être réchauffant, qui va être stimuler le métabolisme. Si vous faites cuire une casserole sur le feu, comme je l'ai dessiné ici, comme je l'ai mis ici, si vous mettez une casserole sur le feu, eh bien, cette casserole verra le feu sous la casserole augmenter. Ensuite, nous avons donc la caricature de la plante chaude. L'exemple que je donne toujours, c'est le piment, parce que ça, c'est facile à visualiser. Vous mangez du piment, vous devenez tout rouge, vous transpirez. Voilà, c'est ce qu'on appelle une plante qui a un effet réchauffant. Donc, on dit qu'elle a une nature chaude. Donc, ça veut dire que Huangqi étant tiède, elle aura plutôt un effet tonifiant, donc une action sur le qi et sur le yang. Le qi étant l'énergie. Saveur douce, ça veut dire que ça aura plutôt un tropisme sur la rate chinoise. C'est pour ça que c'est une plante qui est presque bonne quand on la mange, enfin quand on la même en décoction. On sent cette saveur un petit peu douce qui la rend quand même plus agréable que certaines autres plantes. La catégorie plante qui tonifie le qi, donc plante qui tonifie l'énergie. Donc c'est une plante qui booste. Donc vous voyez que dans certains cas qui ont été décrits comme les allergies, comme les maladies auto-immunes, si vous avez une réponse inadéquate du système immunitaire, le fait de booster, ça risque d'aggraver le problème. Action spécifique, donc je dis bien au sens chinois du terme, hein. Tonifie la rate. Donc la rate, si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté ou que je vous raconte régulièrement, la rate étant la fonction qui correspond plutôt au pancréas chez nous, la rate a pour effet de produire l'énergie elle sent. Donc là, dans le cas de Huangqi, on aura plutôt une action sur la production d'énergie. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait, cette plante, elle est bonne pour les personnes âgées parce que ça redonne un coup de boost. Fait monter l'énergie de la rate. Donc, le fait de booster l'énergie, c'est bien, mais attention, fait monter l'énergie. Ce qui veut dire que si vous avez déjà trop d'énergie au niveau de la tête, eh bien, c'est une plante qu'il ne faudra pas utiliser. Et quand on vous dit prévention des maladies, ou même, on va vous dire, ah, ça tonifie le système immunitaire. Ouais, très bien. Donc, vous avez un rhume ou vous avez une sinusite, puis vous vous dites, ah bah, il faut que je booste le système immunitaire, vous prenez de l'astragale, ça tonifie le qi, ça fait monter, et vous vous retrouvez avec une double sinusite, parce que ça sera trop boosté, quoi. Contribue à diminuer la transpiration spontanée. La transpiration spontanée, elle vient du fait que les personnes qui sont affaiblies en termes d'énergie, notamment les personnes âgées ou affaiblies,
voient leurs pores, alors je vous raconte une histoire comme on la raconte aux enfants, hein, on est bien d'accord, voient les pores de la peau rester ouverts. Et comme les pores restent ouverts, parce que tout ce qui est sphincter est piloté par le chi, par l'énergie. Donc comme il y a une déficience d'énergie, les pores restent ouverts et la personne a tendance à transpirer. Et ce qui peut même conduire à de la frilosité, parce qu'elle peut transpirer même en ayant froid. Normalement, c'est quand on s'agite, on transpire, les pores s'ouvrent justement sous l'action de la chaleur, et à ce moment-là, on transpire et ça rafraîchit le corps. Ça, c'est le processus normal. Mais dans le cas de déficience d'énergie, les pores restent ouverts et la transpiration s'échappe, et c'est ce qu'on appelle de la transpiration froide. C'est pour ça qu'on met dans les indications, j'ai trouvé ça, imperméalise le piao. Le piao, ça veut dire la surface, la peau. Donc, quelque part, ça rend imperméable la peau, ça veut dire que ça referme les pores. Les femmes qui sont en phase de ménopause et qui ont des bouffées de chaleur avec transpiration voient un petit peu ce que je veux dire. Hein, quand vous avez des femmes en crise de ménopause qui sont en train de transpirer avec des bouffées de chaleur, ben voilà. Il faut aussi restimuler justement les pores. Donc, tonifie l'énergie et le sang. Alors, ça tonifie plus l'énergie que le sang, mais bon. Active la circulation du sang. Voilà, ça c'est anecdotique, mais bon, c'est bon de le rappeler. Alors, utilisation en médecine chinoise. Alors, j'ai été bien clair sur le truc. C'est-à-dire que j'ai mis sensibilité au rhume. Sensibilité au rhume. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit ça renforce le système immunitaire, mais je vous expliquerai tout à l'heure qu'en fait, il y a plusieurs couches dans le système immunitaire, et la couche à laquelle s'adresse Huang Qi, c'est la première couche, et c'est celle qui correspond au rhume, aux atteintes externes. Mais ça ne correspond pas, par exemple, à de l'allergie. C'est une autre couche. Donc, on l'utilise pour une sensibilité au rhume lorsqu'il y a des prolapsus. Les prolapsus, c'est quand vous avez des organes qui tombent, le fait que ça descende. Donc, ça aide à remonter. En général, on l'utilise avec d'autres plantes, mais ça permet de booster le chi et de faire remonter ce qui a tendance à descendre. Alors, j'ai mis aussi certains cas de règles hémorragiques. J'ai mis certains cas, c'est-à-dire que c'est quand la personne est en déficience d'énergie. Le cas le plus souvent de règles hémorragiques, c'est quand la personne a besoin de rafraîchir son corps. À ce moment-là, l'hémorragie permet de rafraîchir parce qu'il y a de la chaleur. Ça, c'est le cas le plus fréquent, notamment avec un blocage de l'énergie au niveau du foie. Mais il arrive, dans certains cas, c'est rare, mais ça arrive, que les femmes ou les jeunes femmes aient des règles hémorragiques parce qu'elles sont en déficience d'énergie, soit parce qu'elles relèvent d'une maladie lourde, soit parce qu'elles sont vraiment en déficience d'énergie, soit parce que voilà, c'est des conditions extrêmes. Donc là, ça peut valoir le coup de remonter le niveau d'énergie pour arrêter ces règles hémorragiques. En général, ça s'accompagne d'un tableau clinique de fatigue, de frilosité, plutôt un peu d'embonpoint parce que la personne prend de l'eau, etc. Fatigue avec diarrhée et manque d'appétit. Bon, ben, vous voyez, là, la fatigue, c'est un des grands signes de la rate qui ne produit pas assez d'énergie. Et à ce moment-là, on peut utiliser cette plante encore mieux s'il y a de la diarrhée et un manque d'appétit. Le manque d'appétit, ça peut être un signe. Enfin, en tout cas, on peut le considérer à votre niveau comme le grand signe d'une déficience d'énergie de la rate. Voilà, j'aimerais bien connaître cet état-là. Ça m'aiderait à perdre du poids. Alors, ensuite, précaution. Alors, d'une façon générale, moi, je suis pas trop fan de donner des plantes aux femmes enceintes s'il n'y a pas de problème particulier. Moi, je préfère agir avant plutôt que pendant la grossesse. Et comme c'est une plante qui est légèrement réchauffante, je vous ai expliqué, hein, avec ces 3 plantes qu'on avait vues auparavant, qu'il vaut mieux éviter tout ce qui est échauffant pendant la grossesse, que ça soit la moutarde, le poivre, les piments, tout ce qui réchauffe. Il vaut mieux éviter, sinon la mère transmet cette chaleur au fœtus. Donc moi, je suis pas trop fan des remèdes reconstituants, sauf si effectivement il y a un risque de perdre l'enfant.
Et à ce moment-là, il faut booster puis faire remonter. Mais là, on est dans un cas pathologique. Mais disons au quotidien, moi, je déconseille lors de la grossesse. Précaution, interdiction. Donc là, on va être dans l'interdiction. C'est rhume ou grippe non guérie. C'est-à-dire que si vous voulez renforcer la première couche du système immunitaire, il faut le faire quand vous n'avez pas de rhume. Mais une fois que vous avez un rhume, eh bien, il ne faut pas prendre cette plante parce que je vous renverrai, je vous ai listé les vidéos intéressantes. Pourquoi? Parce que une atteinte externe, c'est comme un voleur qui rentre parce que la fenêtre est ouverte. Hop, le voleur rentre. Vous prenez Huang Chi, qu'est-ce que ça fait? Ça ferme les fenêtres. Donc vous enfermez le voleur à l'intérieur de la maison. Donc c'est pas la meilleure option, quoi. Évidemment, à ne pas utiliser lorsqu'il y a une énergie du foie bloquée. Ce qui est l'énergie du foie bloquée, c'est le signe qu'on a chez toutes les personnes stressées, à savoir 99% des gens. Donc, c'est pour ça que c'est cette plante. Si vous renforcez l'énergie alors que elle est bloquée, bah ça va chauffer. J'ai eu le déclic l'autre jour parce que je regonflais les pneus d'une carriole. Et puis en fait, quand vous bouchez, je sais pas, vous ferez l'essai, enfin peut-être l'avez-vous déjà fait. Vous prenez une pompe à vélo, vous la bouchez, et puis vous appuyez sur le piston. Bah, vous verrez, ça chauffe. Et ben c'est exactement ce qui se passe, puisque quand l'énergie est bloquée au niveau du foie, l'énergie ne circule pas. Donc si vous la renforcez, bah, ça aggrave le blocage. Évidemment, on ne va pas utiliser de plantes réchauffantes s'il y a des signes de chaleur. Alors quand je dis ça, c'est à votre niveau, parce que s'il y a des puristes de la médecine chinoise, ils vont me dire, il est gentil le garçon, mais lorsqu'il y a des signes de chaleur et qu'il est nécessaire de soutenir le qi, à ce moment-là, on va utiliser des plantes qui vont équilibrer l'aspect échauffant. Encore moins utiliser cette plante s'il y a un excès de yang. Donc l'excès de yang, c'est l'hypertension, insuffisance cardiaque, les maux de tête, les inflammations, les excès de yang, c'est chez les animaux, c'est tout ce qui est en HIT, conjonctivite, uvéite, otite, sinusite, enfin, voilà. Et puis, déficience de yin, bien ça, c'est chez les animaux âgés. Par essence, les animaux sont plutôt en déficit de yin, ce qui veut dire que c'est le yang qui prédomine. Et à partir du moment où vous allez renforcer le qi chez un animal, vous risquez de faire flamber le truc parce que il n'y a pas assez de yin pour contrôler le yang. Vous savez, le corps, le yang, c'est accélérateur, le yin, c'est frein. Pas que, mais imaginez. Donc, si vous appuyez trop fort sur l'accélérateur, mais que le frein n'est plus très efficient, eh bien, votre voiture, elle va aller trop vite et vous allez foncer dans le mur. Donc, quand on a un animal ou un humain qui est en déficience de yin, il faut toucher à l'énergie ou au yang avec beaucoup de tact. Alors, j'ai pas précisé l'énergie du foie bloquée. C'est quand même important de savoir repérer ça. Alors, quand l'énergie du foie est bloquée, ça peut donner tout et n'importe quoi. Si c'est au niveau du foie, ça va donner un côté ronchon. Donc ça, c'est facile à déceler. Pour imaginer, voyez une femme avant ses règles. Si elle a des règles compliquées, une femme avant ses règles qui a le foie bloqué, bon bah vous avez le tableau. Ronchon, un côté dépressif parce que l'énergie s'écroule, elle est pas bien, elle dort pas bien, elle est pas paisible. Vous voyez, au niveau émotionnel, elle est un peu à cran. Ou vous prenez le Parisien de base, quoi. Vous voyez, au volant, qui est à son volant et puis qui klaxonne et puis qui s'énerve et puis voilà. Ça c'est, on est assez dans le tableau. Alors après, quand l'énergie du foie est bloquée, le foie peut agresser le poumon, ça donne de la toux. Le foie peut agresser les intestins, ça peut donner de la diarrhée, mais ça peut donner de la constipation. Le foie peut agresser les reins, ça va donner des calculs, ça peut donner des pyélonévrites, etc. Le foie peut faire monter, donc ça va donner des maux de tête. Des problèmes aux yeux, évidemment. Donc quand l'énergie du foie est bloquée, en général, l'acuité visuelle peut fluctuer. Et des fois, on se demande au niveau des sportifs aussi,
Si vous faites du sport, vous pouvez avoir des jours où vous êtes particulièrement en forme et puis d'autres pas et vous sentez les jambes lourdes, etc. Ben, voilà, ça peut être lié à des fluctuations de plus ou moins bonne circulation. Alors, en général, ça commence par une mauvaise circulation de l'énergie et ensuite, quand l'énergie se bloque, bon, bah là, il y a plus d'ambiguïté, quoi. Voilà. Donc, au niveau des équilibres, bah, c'est la même chose. Donc, je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Donc, c'est-à-dire que la coche verte indique qu'on peut utiliser l'astragale Rangchi lorsque le yang est plus bas que le yin, c'est-à-dire en déficience. Donc là, vous pouvez y aller. Quand je dis vous pouvez y aller, c'est quand même aussi, il faut faire attention parce que le yang peut s'écrouler quand l'énergie est bloquée. Donc bon, voilà. De toute façon, si vous prenez Huangqi et que ça vous convient pas, vous aurez des maux de tête. Agitation, maux de tête, ça c'est vrai pour tous les produits chauds. Hein, si vous prenez du curcuma, si vous prenez de la cannelle, si vous prenez du gingembre et que vous avez des maux de tête, que vous sentez agité, que vous avez de l'insomnie, que vous êtes monté sur pile, c'est que le produit ne vous convient pas, il est trop chaud. Facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous passez d'un état plus ou moins équilibré à un état où le yang prédomine. C'est pour ça que j'ai mis une coche rouge. Donc, ne pas utiliser Huangqi ou tous les produits chauds quand le yang prédomine. Sinon, vous allez le faire encore plus monter, donc avec des risques au niveau de la tête. Donc, vous voyez, si vous avez, imaginez, vous avez un vieux chien. Et puis, on vous dit, ah, mais il faut donner de l'astragale, ça booste le chi. Bah ouais, mais si votre chien, il est déjà au niveau cardiaque, il est déjà limite parce qu'il est en excès de yang, alors, il sera peut-être pas forcément en excès de yang comme ça. Il peut être en excès de yang comme ça ou en excès de yang comme dans le troisième cas, c'est-à-dire beaucoup de yang et puis un yin qui est déficient. Donc, si vous boostez le yang, ça va monter et puis c'est comme ça que votre chien peut faire un AVC. Mais vous aussi, hein. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle, quoi. Donc, attention à votre façon d'utiliser cette plante. C'est pour ça que moi, je suis pas très favorable à l'automédication. Puis, vous verrez jamais en médecine chinoise Huangqi prescrite seule. Non, on l'utilise toujours avec d'autres plantes. Donc, j'ai noté en rouge, si vous avez une chose à retenir, ne pas utiliser l'astragale en cas de signe de chaleur, donc tout ce qui est en heat, tout ce qui est... Pour repérer des signes de chaleur, c'est ce que vous avez quand vous allez au chaud en été. Hein, vous vous mettez en plein soleil, vous verrez comment votre corps réagit. Si vous êtes bien, tout va bien, mais si vous commencez à être mal, à avoir des maux de tête, à devenir rouge, à transpirer de partout, etc., bon ben, l'astragale n'est pas faite pour vous. Donc, ne pas l'utiliser en cas de signe de chaleur ou de blocage de l'énergie du foie, puisque là, vous allez renforcer le blocage. Donc, vous voyez, on a 4 plantes qui sont plébiscitées par l'Occident parce que elles ont un effet stimulant. Et en fait, l'occidental étant tellement en déficience d'énergie de par son mode de vie que les gens ont besoin de stimulants. Alors, ça va être le café, ça va être pour les étudiants le guronzan et compagnie, ça va être pour d'autres diverses poudres plus ou moins licites. Et d'autres se disent, ah mais non, mais moi je vais la jouer naturelle, je vais prendre de l'astragale ou du gingembre. Ben non. Mais vous voyez que pourquoi il y a un tel marché des produits, on va dire dopants, parce que les gens ont la rate dans les chaussettes, quoi. La rate est cuite, donc il y a une production d'énergie qui est insuffisante, les gens sont fatigués, et donc ils ont besoin de produits pour se booster. Voilà, la boucle est bouclée. Ah oui, un petit détour sur l'immunité. Alors là encore, pour les puristes, je la fais simple. Alors je vous ai mis des noms chinois, etc. parce que dans les gens qui me suivent, il y a les gens qui sont un petit peu plus avancés, donc comme ça, ils retrouveront leurs petits. Ou ils auront de nouvelles informations. Vous, ce qui est intéressant, si vous débutez ou si vous découvrez la chaîne, c'est de comprendre que selon la médecine chinoise et selon ce modèle-là, on a 6 couches au niveau du système immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si vous prenez ici, pour chaque, je vais le mettre en rouge, vous voyez qu'à chaque couche, alors chaque couche a un nom chinois, Taiyang, Yangming, Shaoyang, etc. Et en fait, eh bien, à chaque couche, vous avez, hop, un organe.
Ce qui veut dire que quand vous avez une perversité qui vient dans la première couche, alors ce que les Occidentaux appellent bactérie, un virus, ah j'ai attrapé le rhume ou j'ai attrapé la grippe ou machin. Eh bien, vous voyez que ça vient dans la première couche et qui est-ce qui est touché? C'est le poumon. C'est pour ça que vous avez la nuque raide, c'est pour ça que vous éternuez, c'est pour ça que vous avez le nez bouché, etc., etc. Et si vous allez voir dans la 5e couche, qu'est-ce que vous constatez? Ou même la 6e? Eh bien, la 6e couche, on est au niveau du cœur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, une perversité passe par la première couche, et si le corps a suffisamment de vitalité, la perversité est repoussée par l'extérieur grâce à la transpiration. Uniquement si elle est dans la première couche, la transpiration. D'où l'effet du grog dont on parlait précédemment, enfin les autres fois. Mais, selon certaines configurations, et en l'occurrence le coco, eh bien, le coco a eu cette spécificité de descendre très vite dans l'interne. C'est-à-dire que là où pour une grippe, il faut parfois, disons que chez une personne relativement stressée, standard, il fallait 4-8 semaines pour que la perversité descende, eh bien là, avec le coco, ça se faisait en 1 jour ou 2. Ça, c'était la spécificité du coco. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que vous constatez? Au niveau du coco, il fallait traiter au niveau du poumon et au niveau du foie. Et plus les gens étaient stressés, plus ils ramassaient, puisqu'on avait une composante au niveau du foie. Voilà. Et donc, oui, j'en reviens à ma 6e couche. Si on fait rien, alors que ça soit d'un point de vue chinois ou occidental, on arrive à la 6e couche, on peut pas aller plus bas, et on a 5e couche, les reins et le cœur. Vous comprenez pourquoi les gens qui n'ont pas été soignés voyaient leur situation tourner au vinaigre, parce que justement, c'est la perversité qui descendait, et puis on se dit, là c'est fini, donc un petit coup de Rivotril. Mais en fait, ça répond à une logique. C'est-à-dire que cet outil-là, il est millénaire, il a plusieurs millénaires. Les Chinois le savent, ça, depuis la Saint-Glinglin. Eh bien, ça, si on l'avait appliqué, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appliqué, ne serait-ce que pour moi, eh bien, vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ça soit une grippe qui se transforme ou que ça soit un coco qui se transforme, vous voyez que en fonction des différentes couches qui sont atteintes, on a un tableau clinique qui est différent. Bon, voilà, c'est un métier, on apprend à les repérer, et puis ensuite, on a un complexe de plantes pour chaque couche. Voilà, c'est... Alors bon, je vous la fais simple, c'est un petit peu plus compliqué que ça en clinique, mais dans le principe, c'est ça. Et donc, l'astragale est très intéressante quand on veut renforcer la première couche. Mais quand on est sur des problèmes par exemple, d'allergie, on va être sur la 2e couche. Eh bien, il faut surtout pas prendre d'astragale parce que vous allez aggraver le processus puisque déjà l'allergie, c'est le système immunitaire qui répond de trop. Donc, si vous prenez un produit qui booste, vous allez booster le système immunitaire, alors qu'en fait, dans l'allergie, il faut rafraîchir la chaleur qui est dans la 2e couche. Donc, vous voyez que l'astragale est une plante très intéressante à partir du moment où on l'utilise pour renforcer la première couche du système immunitaire. Sauf que dans les pubs qu'on vous et tout ce qu'on vous vend, eh bien, on vous dit, vous voulez renforcer le système immunitaire, hop, allez-y, youpi tralala, vous pouvez y aller avec l'astragale. Non. Non. Alors, bon, c'est une plante qui tonifie le chi, donc il peut y avoir un effet. Il peut y avoir un effet, je dirais, positif. Mais le risque d'avoir un effet négatif est plus grand que le risque d'avoir un effet positif. Donc moi, si vous avez une déficience de yang avec de la frilosité, où vous êtes le seul dans un groupe à avoir un pull alors que tout le monde est en t-shirt, que vous avez tendance à être plutôt fatigué, à avoir des selles molles, coups de barre après manger, vous n'avez pas la pêche, là, effectivement, l'astragale peut convenir. Et si vous vous enrhumez facilement. Mais voilà, ça va booster la première couche et puis ça va donner un petit coup de niaque. Mais sinon, pour les autres couches, ne pas utiliser l'astragale. C'est absolument pas judicieux. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur le système immunitaire, mais
Si vous avez compris ça déjà, alors un petit détour quand même par la cancéro, puisque c'est quand même un des problèmes qu'on rencontre souvent avec les chiens, puisque je crois que c'est un chien sur deux qui est atteint de cancer. Et puis bon, avec les facteurs environnementaux, ça va pas aller en s'améliorant. Eh bien, c'est les couches profondes qu'il faut, notamment la 3e couche sur laquelle il faut agir, la 4e couche, 5e couche. Donc vous voyez que quand on vous dit prenez de l'astragale, ça va vous prévenir du cancer, bah, c'est une simple escroquerie. Et je comprends pas. Les autorités n'agissent pas à ce niveau-là, parce que là, effectivement, c'est de l'escroquerie. Alors normalement, on n'a pas le droit de mettre des allégations. Mais comme il y a des études cliniques où il y a quelques illuminés qui ont trouvé des principes actifs qui ressemblaient à machin et qui sont supposés faire que, bah parfois les allégations sont autorisées. Mais en général, ces études cliniques, elles sont faites par les gens qui vendent les plantes. Donc forcément, on va chercher ce qui intéresse, quoi. Voilà. Alors à visionner. Alors immunité, comment en prendre soin? C'est la 19. Ça c'est, vous savez, il y a des vidéos que je trouve intéressantes, non pas forcément parce qu'elles vont vous sauver la vie, mais parce que elles amènent tout un tas de questions, plus que de réponses d'ailleurs. Voilà, ça permet de prendre du recul par rapport à ce que vous entendez à droite et à gauche. Donc en ce sens, je trouve que cette vidéo est intéressante. Immunité du chien, ce que vous devez absolument savoir, c'est la 39. Donc là, pareil, elle vient compléter. Alors je crois que la 19, c'est sur la cancéro, et la 39, c'est justement les différentes couches. Et je trouve que ces deux vidéos, enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais puisque c'est de la médecine chinoise, donc j'y suis pour rien. Je fais simplement que transmettre, mais ça ouvre des pistes. Et puis vous allez vous dire, mais tout ce qu'on me raconte dans les journaux féminins ou même sur le net, les produits miracles et tout ça, mais c'est quoi cette escroquerie, quoi? Alors une petite vidéo dont je vous ai déjà parlé, phyto-diététique, l'effet thermique des plantes, si vous voulez comprendre ce que c'est qu'une plante chaude, une plante froide, phyto-occidentale, phyto-chinoise, quelle différence? Moi je l'aime bien aussi, celle-là, je la trouve intéressante, elle a plutôt bien marché. Une petite vidéo très courte, pourquoi associer les plantes? Ça je pense que je vous ferai un live un petit peu plus étoffé. Et puis l'action des plantes, comment s'y retrouver? Ben là encore, il y a des choses assez intéressantes qui montrent que utiliser une plante, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et si elle est utilisée de la façon chinoise, c'est encore plus compliqué. Voilà, enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça nécessite un savoir-faire que les Chinois ont élaboré pendant des milliers d'années et qu'on retrouve pas, nous, dans notre phyto à nous, quoi. Et surtout que notre phyto à nous, elle est pervertie par les études pharmaco où on cherche la molécule machin et le principe actif bidule, quoi. Voilà. Ben, c'était ce que j'avais à vous transmettre pour l'astragale. Il y a des personnes qui disent qu'il y aurait de la vitamine B5 dans l'astragale et que ça serait bon pour le neurotransmetteur. Oui, mais je m'en fous, mais alors, d'une force. Là, vous me parlez occidental. Et peut-être qu'il y a de la vitamine B5. Donc, imaginons que vous prenez de l'astragale pour la vitamine B5. Je sais pas à quoi sert la vitamine B5, peu importe. Et puis, c'est une plante échauffante. Et puis, vous avez un foie bloqué. Et puis, alors, je sais pas, peut-être que la vitamine B5 va faire que vous allez être plus dynamique dans votre tête, sauf que vous allez avoir des migraines. Donc, à quoi ça sert de raisonner uniquement en termes de molécules si c'est pour régler quelque chose d'un côté et dérégler autre chose de l'autre? Donc, voilà, c'est pour ça que je ne raisonne jamais en principe actif, je raisonne en termes d'action. Qu'est-ce que ça fait? Ça tonifie le chi, ça fait monter le yang, etc., etc. Et on évalue la personne. Est-ce que la personne est en déficience de l'énergie du poumon, etc., etc. Oui, alors on peut lui donner de l'astragale, et encore, on lui donnera pas de l'astragale seul, parce qu'on va tonifier aussi la rate. Mais voilà, ça, c'est de la médecine chinoise. Là, ce dont vous me parlez, c'est sans doute très intéressant pour de la médecine moderne qui ne se préoccupe pas de l'équilibre global. Et là, je vous renvoie à ce qu'on a fait la dernière fois sur
approche analytique, approche systémique. Là, on est typiquement dans l'approche analytique. C'est-à-dire que la médecine moderne comprend très bien l'intérêt de la vitamine B5, mais qui ne s'occupe absolument pas des effets collatéraux que va avoir ce produit-là sur d'autres plans. Et c'est là, donc, approche analytique, la vitamine B5, c'est bon pour les neurotransmetteurs, machin. Très bien. OK. Maintenant, ça, on le sait. Ça, c'est du mental. Maintenant, on va prendre une analyse systémique, on va faire l'aigle, et puis, ouais, OK. Mais la vitamine B5, dans quel cas je peux le prendre? Quelles sont les limites? Quelle est la nature du déséquilibre auquel s'adresse la vitamine B5? Et là, à ce moment-là, oui. Mais sinon, on fait de la médecine moderne, quoi. C'est-à-dire qu'on y va à l'emporte-pièce. Ah ben, vous avez un problème d'estomac, je vous donne un produit pour l'estomac. Ah ben oui, mais après, ça met des toxiques dans le foie. Ben, c'est pas grave, je vais vous donner un produit pour les toxiques dans le foie. Ah ben oui, mais les reins, là, oui, ils ont reçu aussi, hein, parce qu'avec le dernier produit, c'est pas grave. On va vous donner un produit pour les reins. Mais c'est comme ça que la médecine moderne fait du business. Donc, c'est pour ça que j'essaye de vous sensibiliser à une autre approche, non pas que la vitamine B5 n'ait pas d'intérêt, non, et c'est intéressant de connaître l'action de certains produits, bien sûr, mais ne foncez pas sur des allégations occidentales comme ça qui oublient la globalité de la problématique. Voilà, c'est contre ça qu'on se bat tous les jours parce que les gens sont formatés à un problème, une solution. Oui, sauf que la solution, comme on comprend rien à l'immunité, on comprend rien au corps, contrairement à ce que vous disent les gens qui sont un petit peu... Je vous invite à écouter la dernière vidéo du druide marseillais. Non, c'est un entretien avec Idriss Aberkan. Enfin, c'est quand même Raoul qui fait cette vidéo et il explique. Je veux dire, lui qui est quand même une tronche en matière d'infectiologie, il vous dit mais on comprend rien, on ne comprend rien. Donc quand un gars qui est dans le top 5 des chercheurs vous dit on comprend rien, c'est que voilà, il sait ce qui. Mais les gens qui vous disent on comprend, non, c'est des escrocs, Donc voilà, on donne un produit. Et puis dans certains cas, il y a des effets indésirables. Et puis mais ok, merci pour votre réponse qui est logique. J'apprécie que vous ayez saisi la logique que j'essayais de vous faire sentir parce que pour moi c'est fondamental, quelle que soit la nature de la médecine. Mais c'est vrai pour la médecine du corps, mais c'est vrai pour la médecine des jardins. Si vous utilisez un produit, par exemple le glyphosate, au hasard, vous allez régler certains problèmes. Ok, le paysan il a plus à désherber. Ok, je peux comprendre que ça soit fatigant et embêtant de désherber. Ouais, mais après les cancers derrière. Justement, Raoult explique que le glyphosate c'est un antibiotique et que maintenant la résistance aux antibiotiques qu'on a, la croyance est de se dire c'est parce qu'on a utilisé trop d'antibiotiques. Et en fait, non, c'est parce qu'on a utilisé oui, quand même, mais on a utilisé trop de glyphosate. Et en fait, c'est pour lui, alors ça reste son point de vue, mais je pense que voilà, à son niveau, on peut lui faire confiance. La résistance aux antibiotiques vient de la surabondance de glyphosate. Et vous voyez, c'est toujours la même chose. Quand on travaille avec des plantes et avec un esprit taoïste, on essaie de préserver l'animal, de préserver l'humain et de préserver l'environnement. On a une vision globale, c'est-à-dire que si vous prenez un produit chimique qui vous soigne, vous dites super, oui, mais derrière vous allez le pisser, ça retourne dans le cycle de l'eau, et puis après vous jouez collectif parce que tout le monde va l'avoir ce produit. Vous voyez donc, c'est ça que j'essaye de vous faire sentir, c'est essayer d'avoir une vision globale des choses. À quoi ça sert de soigner les gens si c'est pour pourrir la planète? Enfin, les gens ou les animaux, c'est pareil. La question, Christine est là, je veux dire, la question des antiparasitaires, vous savez que c'est un sujet récurrent, mais quand on voit combien ça gagne avec ces produits, mais combien ça pourrit la nature,
je me retiens d'être grossier, mais flûte, quoi. Voilà. Donc, si déjà j'arrive à faire sentir ça au plus grand nombre, ben, je pense que j'aurais pas perdu mon temps dans cette vie, quoi. Voilà.